Bonsoir, il est actuellement 18h30, on prend à l'heure, eh bien il faut un début à tôt pour cette première, on prend à l'heure, c'est déjà une bonne nouvelle de prendre à l'heure pour une première. Bonsoir à toutes et à tous, à tous nos auditeurs sur Cité Radio 89.3 FM, sur le DAB+, et également sur le site internet citéradio.fr, eh bien pour cette première du sport sur son 37, la nouvelle émission sportive de Cité Radio pour parler eh bien du sport tourangeau, football, basket, handball et puis tous les sports, hein. C'est l'avantage d'avoir beaucoup de clubs et de sports à parler dans le département avec plusieurs chroniqueurs autour de ma table et un invité. On va commencer par Soline Desnaux. Soline, bonsoir. Plutôt. Bonsoir, il est 18h30, c'est vrai. Ça mais va. Comment ça va pour cette première? Pas trop stressé? Un petit peu, mais il faut une première à tout, donc on y va. Bon, écoute, on espère que ça va bien se passer. Kevin Laurent est avec moi également. Ça, Comment ça va? Bon, sois un peu plus stressé, hein. un peu. Mais bon, ça va aller, Ça va aller. ça va aller. Et puis on a notre premier invité de ce soir, Benjamin Ferré. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Président du TG. Oui, j'ai dit bonjour, mais bonsoir. Même moi, je n'applique pas la bonne règle. Bonsoir Benjamin, donc président du TT Jouet, pour parler eh bien du club jocondien, parler de Coupe d'Europe, de Pro A, et puis on reviendra avec nos chroniqueurs et puis s'il y a des questions évidemment de nos spectateurs, je rappelle également que l'émission est en live sur la page Facebook de Cité Radio. Donc voilà, vous pouvez écouter et également nous voir. On va commencer donc cette émission par un débrief eh bien, de tout ce qui s'est passé en Touraine au niveau des sports, à commencer par le football et avec eh bien, le championnat de National 2 avec l'AOCC qui a fait un partout face à Saumur qui est un concurrent direct au maintien dans son championnat. Un partout, c'est un bon point pour Avoine vu le scénario, Kevin. Hein. Oui, absolument, c'était vraiment un bon point pour Avoine. Si on part par rapport avant le match, Avoine aurait dû gagner ce match puisqu'ils étaient devant au classement. Avoine était 10e et Saumur avant-dernier. Mais quand on regarde le scénario, c'est clairement un bon point. Surtout que Saumur a marqué au début du match. À toute première minute, hein, vraiment, c'est très mauvais début de match pour Avoine. C'est ça, et Avoine qui égalise grâce à un penalty transformé par Jacques Rissonga. Et ensuite, en seconde mi-temps, ils ont été réduits à 10. Et ils ont réussi à tenir face à la pression de Saumuroise. Et donc, match nul dans ce derby. Un partout. Parce qu'après, la supériorité numérique s'est fait sentir, hein, forcément. C'est ça, c'est sûr. À 10 contre 11, on fait le dos rond, on essaye de défendre un maximum. Et puis finalement, c'est un bon point pour Avoine qui, en plus, recevra ou se déplacera à Blois. Recevra Blois pour un derby. Hein, et un autre derby et un autre match important pour le maintien parce que Blois n'est pas très très loin. Ils sont au classement, je vais regarder tout ça, mais au classement ils sont à 2 points. Ils sont à 2 points, hein, ouais. Ils sont pas très très loin. Blois, ouais voilà, ils sont 8e avec 19 points et il y a également Bourges aussi, pas très loin. Donc ça sera un autre match pour le maintien. On va passer au championnat également de National 3 où il y a plus de clubs d'Indre-et-Loire là dans ce championnat avec Tours, Montlouis, le FCOT et Chambray. On va commencer par le Tour FC qui s'est imposé 2-0 là aussi dans un autre derby face à son voisin Balanais du FCOT. Une victoire 2-0 qui s'est décidée en seconde période. Là aussi un bon résultat, Kevin. Hein. Oui, plutôt un bon résultat. C'était quand même un derby, un match important pour les deux équipes pour essayer de se rapprocher le plus possible du podium. Et c'est Tours qui l'emporte, qui confirme clairement son net regain de forme ces derniers temps. Depuis le début de l'année. Hein, depuis le début de l'année, effectivement. Donc pour le Tour FC, c'est espérer toujours croire à la montée, qui cherche depuis quand même quelques années maintenant. Et pour le FCOT, c'est un petit coup dur, mais il reste dans la course. Un petit coup dur, c'est mignon. Moi, je trouve le petit coup dur. Petit coup dur, c'est un peu mignon. Ouais, vu que j'ai été au match, oui, c'est vrai que la deuxième période a été plus aboutie que la première parce que la première, le FCOT a montré vraiment tout son potentiel offensif et a mis pas mal de fois en danger. Les buts tourangeaux. Puis finalement, en deuxième période, il y a eu plus de justesse technique du côté TFC, plus d'animation offensive, et puis ça a payé avec ce but de Mathieu Villette à la 10-15 minutes après le début de la seconde période. Et puis après, il y a cette récupération de Mehdi El Ambri où il se retrouve 2 face au gardien. Là, il n'y a plus qu'à conclure. Et donc, une belle victoire 2-0. Ça fait 2 victoires de suite, 2 clean sheets.
Et puis le prochain match pour Tours, ce sera important parce que ce sera à Bourges-Moulon. Ouais. Un match en retard puisque Bourges-Moulon avait été touché par un drame puisqu'ils ont perdu leur joueur tragiquement dans un accident de la route, et donc cette rencontre prévue à la base le 21 janvier avait été reportée une première fois le 28 janvier puis le 11 février, donc ce sera l'occasion pour Tours de récupérer encore une fois 3 points. Et il y a encore cette décision de Poitiers, la fédération, on ne sait pas encore quelle décision ils vont prendre pour ce match. Poitiers qui sera le prochain adversaire du FCOT, là aussi ça va être une grosse rencontre. Hein. C'est vrai, Poitiers qui est quand même second, qui va chercher d'aller rapprocher de plus en plus de Montlouis. Et qui s'est incliné face à Bourges-Moulon. Donc ils ont aussi besoin de points. Voilà. Par contre, Montlouis, qui a fait nul sur la pelouse de Chauvigny, reste toujours en tête malgré ce nul. C'est ça. Actuellement 9 points d'avance après ce nul face à Chauvigny, dans un match que Chauvigny a clairement dominé. Et donc 9 points d'avance avec cependant donc 2 matchs d'avance sur Poitiers, tu l'as très bien dit. Le match face à Tours. Ils ont un match d'avance, mais c'est Tours qui a 13 parce qu'il y a le match en retard contre Moulon qui va se jouer dimanche, et il y a le match, la décision de la FFF. Donc ça fait 2. C'est pour ça que Poitiers est à 14. C'est la décision de la FFF qu'on attend toujours. Voilà. Ok. Et du coup, dans l'autre match de la N3, parce qu'on peut passer là-dessus, Chambray qu'on peut féliciter puisque c'est les premiers points chambrésiens depuis novembre. Ça faisait 9 défaites de suite. Ça faisait 9 défaites. La dernière victoire était face à Châteauneuf. Ouais, donc il fallait des points. Alors c'est pas une victoire, c'est sûr. Je pense que du côté de Chambray, on aurait préféré une victoire et les 3 points. Mais bon. Début. Mais comme dit Soline, c'est un bon début. À défaut de pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, et un point compte tenu de la situation de Chambray. Alors évidemment, c'est encore loin d'être acquis pour le maintien, mais ça peut donner des motifs d'espoir. En plus, Chambray avait ouvert le score, donc voilà, il faut continuer, persévérer dans cette voie-là pour Chambray, et puis peut-être que ça marchera dans la fin de saison pour le maintien. On leur souhaite évidemment. On va changer de discipline, Kevin et Soline, si vous le voulez bien, et puis Benjamin, évidemment. on va changer de discipline, on va passer au basket. Basket que Kevin maîtrise un peu plus. Hein. Un peu plus. Tu vas nous parler du TMB, victoire du Tour Métropole Basket face aux Vendéens de Chaland, sur le score de 75 à 66. 75 à 66, voilà, j'avais un petit trou de mémoire concernant le score. Mais ça, c'est une bonne opération pour Tours. Fallait retrouver la victoire après 2 défaites de suite face à Lorient et face à Tarbes. Hein. C'est ça, fallait déjà, retrouver la victoire pour la confiance. Gagner à l'extérieur, qui n'a vraiment pas été facile pour Tours cette saison. Et puis globalement, à dire sur ce match, quand même assez maîtrisé. Il y a eu un coup de moins bien à la fin du 3e quart où Chaland est vraiment revenu avec leur meneur bahaméen Rachat Davis, qui est quand même le meilleur marqueur de Chaland actuellement. Mais à la fin du match, Tours a vraiment remis un coup d'accélérateur. En particulier, je souligne la performance d'Augustinas Venkus, le Lituanien, qui a mis des shoots à 3 points qui ont fait très très mal à Chaland. Et Alexis d'Argenton, toujours aussi propre, toujours efficace, 10 points, 7 rebonds, parfait. Donc Tours s'assure quasiment la poule haute. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour la seconde phase. Et il va lui arriver un match très important, ce sera demain, ce sera à 21h à Montconseil. Donc n'hésitez pas à y aller, puisque c'est Chartres qui viendra se déplacer. Le voisin Eurélien, c'est à 21h, c'est ça? C'est à 21h. D'habitude c'est 20h les matchs normalement, mais là ça a été décalé à 21h face aux voisins de Chartres, qui sont pas très loin au classement et qui ont une très bonne équipe. On verra tout ça, il y aura voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, Kevin, quand tu as regardé, peut-être Soline aussi qui a peut-être regardé le match, celui-là. Voilà, Kevin, parce que moi j'avoue, je n'ai pas vu le match, mais Kevin, est-ce que tu as vu toi pendant le match ces derniers temps, il y avait ces moments où Tours avait des trous d'air, où il n'arrivait plus à faire du bon basket, etc., des erreurs de passe, etc. Est-ce que là ça s'est moins vu? T'as pas vu ça pendant le match? Ça s'est clairement vu fin du 3e quart, où ils ont commencé à balbutier leur basket alors qu'ils menaient de 10-15 points, ou peut-être un peu moins peut-être, mais ils ont commencé à balbutier leur basket. Chaland revient, tu te dis bon, ça va recommencer, parce qu'il y avait déjà le même scénario face à Rennes, face à Rennes il y avait ce moment où ils menaient de plus 16 et ils ont complètement lâché, et ça a donné beaucoup d'espoir à Rennes
qui était revenu à 3 points. Et puis heureusement, ça a terminé en 77-74, mais c'était pas passé loin. Ouais. Il faut corriger ça quand même pour C'est vrai. la suite. C'est vrai, parce que ça pardonnera pas en poule haute. Ça pardonnera pas parce que les équipes dans l'autre poule sont très très fortes. Donc ça va vraiment pas pardonner. Et jusqu'à maintenant, Tours s'en sort. À voir si ça durera encore longtemps. Et en particulier, si c'est le cas demain contre Chartres, il faudra bien tenir. J'en profite également pour glisser un petit mot. C'est Guillaume Colomba qui s'occupe de la technique. J'ai oublié de le dire en début d'émission. Je m'excuse Guillaume, mais voilà, il faut le signaler quand même. Guillaume donc qui s'occupe de toute la partie cachée. Les animations, les synthés que vous pouvez voir sur les écrans, le son, etc. C'est lui qui gère derrière moi. C'est un peu notre... On bosse même le week-end pour qu'on c'est ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre MVP. MVP. C'est le MVP de Cité Radio. Si on ouvrait un club de basket, quoique moi la taille je suis pas très fort. Non mais moi non plus. Non, il y a eu d'autres. Il n'y a pas eu que du national. Il y a eu de la nationale 3. Il y a eu de la nationale 3. Il y a eu de la nationale 3 avec 3 matchs pour le TBC, pour Fondette et pour le P3L. Alors il y a eu une défaite pour le TBC. Une défaite après pour prolongation. Le TBC. Exactement, une défaite de 5 points après prolongation, alors que le TBC a mené de 16 points dans le troisième quart. Surtout que ce match était quand même assez important. En face, c'était Brissac. C'était la seule équipe qui les avait battus à l'aller au Halbardier. Mais malheureusement, Tours n'a pas réussi à s'en sortir. Mais reste premier. Simplement, ils se font rattraper à une victoire. Donc si Brissac gagne et que le TBC perd, Brissac passera devant. Et il reste 10 matchs. On va dire que c'est un joker. C'est un joker grillé. Mais pas n'importe quel joker. Quand même. Mais pas n'importe quel joker parce que c'était Brissac. Alors, absolument. Il y a eu malheureusement d'autres défaites pour les autres clubs tourangeaux dans cette N3 avec la défaite de Fondette face à la Séguinière. C'était à Pierre-Pilorget, au gymnase Pierre-Pilorget. Défaite 71-54 pour les Fondettois. Exact, pas grand chose à dire. La Séguinière a déroulé son jeu, a joué très très bien. Ça aurait pu être pire, je pense, si la Séguinière a été à domicile, parce que les fans de basket qui nous regardent savent à quel point le public de la Séguinière est l'un des meilleurs publics de N3. C'est un très bon public, la Séguinière. Ouais, c'est une des ambiances, j'avoue que j'aimerais bien voir en stade. De quoi ? Bonne ambiance dans le stade. Bonne ambiance dans le stade. Les fumigènes sont interdits. Je sais pas si on n'avait pas déjà eu une fois. Au basket oui. Parce qu'un gymnase, c'est couvert quand même. On n'est pas en Serbie. On n'est pas en Serbie. C'est l'avantage. Et puis bon, pour le P3L, c'était match contre Vineuil, un autre derby et défaite également à Dabili, cette fois 79-68. Donc au classement, Fondette est 5e et le P3L 7e. Donc assez loin de la relégation, mais... Est-ce qu'ils ont quelque chose à espérer devant le train imprimé par Brissac et le TBC, voire Luçon qui est juste derrière? Je pense pas, mais bon, ça aurait été bien de gagner. Voilà. Bon, on espère que pour les clubs de N3 en basket, il y aura lors du prochain match des victoires. J'espère. Là, c'est vrai que ça fait 3 défaites. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, comme tu dis, voilà, c'est pour le TBC, il y a rien d'inquiétant. On va clore cette page basket. Merci Kevin pour toutes ces précisions. On va passer au volleyball avec le TVB qui a perdu son 8e de finale aller face aux Berlinois, face au club de Berlin. Défaite 3-7-1. C'est ça. À Berlin, je précise. À Berlin, effectivement, précise bien, c'est important. 3-1. Il faut toujours préciser. Oui, mais surtout qu'il y a un match retour après, qu'on en parlera. Mais à Berlin, du coup, puisque le TVB se déplaçait là-bas, match aller. Le vainqueur de la double confrontation va en quart de finale. Il faut savoir que le TVB n'a plus été en quart de finale depuis plus de 10 ans, sachant quand même, avant, il n'y avait pas d'existence de quart de finale. C'était une play-off à 12, play-off à 6. Voilà, c'est un système un peu particulier avec des champions. Mais avec l'exclusion des clubs russes, ça a un petit peu changé. Donc un petit peu de regret, je dirais, pour le TVB, parce que certes, ils prennent le deuxième set, mais je pense qu'ils auraient pu prendre le quatrième set, aller au tie-break, ça aurait été vraiment une bonne opération. Mais là, ça compte comme si c'était une victoire 3-0, quoi, parce que le Berlin empoche tous les points, et le TVB s'en sort fanny de ce match, alors qu'il aurait pu espérer mieux. Et donc, il va falloir créer l'espoir jeudi, puisque le match est jeudi, du coup, à 20h. Parce que là, face à Berlin, c'était mercredi, c'est ça ? C'était, mercredi, je crois. Mercredi, c'est ça. Me semble bien. Et donc, il va falloir créer l'exploit. Il va falloir gagner 3-0, 3-1. 3-0 ou 3-1. Et après, aller au Golden Set. Parce que le Golden State, c'est pas pareil. C'est un club de basket en NBA, je sais. La première égale moquerie. Voilà, il faut s'attendre. Maintenant, on va m'appeler Golden State. Voilà. Mais du coup, il va falloir aller au Golden Set. Voilà, c'est mieux. Du coup, ou set décisif, où c'est le premier à 15 qui passe. C'est déjà arrivé que Tours vienne de 3-0 ou 3-1. C'était en 2017.
quand Tours avait gagné la finale de la Coupe CEV. Belle année 2017. Ah, ouais, c'est ça, très belle année. Quand Tours avait gagné contre Trentino, avec le dernier de David Konechny. Et il va falloir une salle en fusion, donc on compte sur les fans qui nous écoutent d'aller à fond avec le TVB pour à Grenon. À Grenon. Donc allez-y, parce que c'est très important. Voilà. Alors, il y a eu cette défaite en Ligue des Champions, mais il y a quand même eu une note positive avec cette victoire en Marmara Spike League. C'est plus le nom Ligue A, mais c'est Marmara Spike League, avec donc cette victoire à Narbonne, 3-7-0. Ça donne un petit peu de baume au cœur, mais après cette défaite. C'est ça, je vais continuer à l'appeler Liga pour ma part. Tu vas continuer à l'appeler Liga. Je vais éviter le naming, je le trouve pas bon. Mais, mais en gros, oui, du coup, Tours se déplaçait à Narbonne. Narbonne qui avait fait le plein dans sa salle avec le jeu des invitations, alors que c'est compliqué sportivement et économiquement, ils sont quand même avant-dernier de leur poule, juste devant Ilac, et du coup Narbonne n'aura pas réussi à gagner, mais ils auront posé des problèmes aux troupes de Marcelo Francoviac. Mais Tours gagnera le deuxième set assez facilement, mais les premiers sets et le troisième set 25-23 seulement, donc ils peuvent être contents de leur victoire, mais Narbonne aurait pu prendre un set et ça aurait peut-être relancé. Moi, je suis très content qu'il gagne 3-0 pour ma part. Je sais pas pourquoi, mais je suis très content. Et du coup, prochain match très important, puisqu'on va jouer à Tourcoing, qui est deuxième à 2 points, puisque Tourcoing a 40 points et le TVB 38 points. Donc, est-ce que le TVB va continuer sa série d'invincibilité en Marmara Spike League? Mince. Ah, tu vois, tu l'as dit. Oh, mais du coup, est-ce qu'ils vont continuer leur série en Liga? Voilà, c'est mieux. Et on verra. Il va falloir être très solide à Tourcoing. On connaît le public du Nord, toujours un public enjoué, toujours un public assez chaleureux. Très chaleureux. Faut aller voir un match au Nord pour voir. Ouais, c'est ça. Voilà. Que ça soit à Lens en football ou c'est toujours des choses d'ambiance. Un mot rapide sur les autres clubs de volley du département. Un mot rapide, effectivement. On va commencer par l'élite avenir masculin où le TVB a perdu contre Tourcoing 3-1. C'est logique. Tourcoing a été meilleur dans le match. Le TVB a arraché le troisième set 30-28, mais sinon logiquement Tourcoing a quand même mieux joué. En National 2 masculin, victoire nette et sans bavure de Charenton contre le Saint-Avertin Sport, 3-0, mais Saint-Avertin reste 6e avec 10 points d'avance. Et en National 3 féminine, belle opération de l'Union Volleyball Touraine qui l'emporte face à Vannes 3-2, Vannes qui était 4e et l'Union Volleyball Touraine qui logeait plutôt pour son maintien. Ça lui permet de prendre un petit peu d'avance sur le maintien, 3 points d'avance. Donc belle opération pour l'Union. Je rappelle que l'émission, vous pouvez la suivre sur le 89.3 FM, sur le DAB+, et également sur le site internet citeradio.fr et également sur la page Facebook de Cité Radio. On va passer à une autre discipline avec du handball et on va commencer par la Coupe de France avant de parler de Coupe d'Europe pour le CTHB avec la défaite de Chambray du CTHB en Coupe de France face à Metz. C'était un gros morceau, c'était pour les quarts de finale, défaite 33-23. Ouais. Déjà quand tu tombes au tirage et que tu tombes sur Metz, à l'extérieur, aux arènes de Metz, bon déjà c'est pas simple, mais je salue que malgré le score, Chambray a bien tenu pendant 35 minutes, puis après Metz a bien mieux joué, voilà. Le jeu d'une équipe plusieurs fois champion de France, dominante dans tous les niveaux, donc 33-23, net sans bavure. L'aventure en Coupe de France s'arrête là, voilà. Malgré beaucoup de buts de la part de Nadia Oftedal, je crois qu'elle en a marqué 7 sur ce match, mais Chambray qui perd et fin de l'aventure en Coupe de France, comme la dernière, en quart de finale. Voilà. Et il y a eu une prolongation d'une joueuse aussi. Et il y a eu la prolongation de Laura Van der Heyen. Ouais. Alors je la prononce peut-être pas bien. Donc moi j'aurais dit Van der Heijden. C'est un J, donc. C'est néerlandais. Après c'est néerlandais. Peut-être pas. Je prononce. Hayden peut-être. Hayden, oui peut-être. Généralement c'est les J, oui. Donc d'accord. Bon alors Hayden, on va faire selon confiance. Selon le plateau de Cité Radio, Laura Van der Heijden. Ouais voilà. Hayden. Van der Heijden. Exact. Et du coup prolongation pour 2 ans. Voilà, jusqu'en 2025 ou 26. Je crois que c'est 2025, me semble-t-il. Prolongation à vérifier, mais je crois que c'est 2025. Bon, en tout cas, on espère au CTHB qu'en championnat, ça va aussi continuer. Le prochain match du CTHB, je l'ai pas en tête malheureusement. Moi non plus, je l'ai pas en tête. La Coupe d'Europe déjà. Peut-être qu'on pourrait parler de Coupe d'Europe déjà.
Parce que je te rappelle qu'on a un match de Coupe d'Europe, qu'il y a eu un match de Coupe d'Europe justement Bien sûr. ce samedi. C'est vrai, oui, parce que moi je vais un peu vite en besogne. Un moi. petit peu, ouais. Je vais un peu vite en besogne. J'oublie de parler qu'il y a eu un match face à Thuringia, face aux Oui. Allemands de Thuringia. Face aux Allemands de Thuringia. Défaite 29-23. Hein, Oui, comptablement parlant, c'est pas une bonne opération pour le CTHB parce qu'il fallait gagner à Thuringia après avoir perdu à domicile contre la même équipe. Ça a été un peu meilleur qu'au match aller, mais bon, les Allemandes étaient beaucoup trop fortes. Je souligne 2 performances de la part des Allemands, de la gardienne allemande Dina Eckerle qui arrête 38% des tirs. Pour ceux qui se demandent à peu près, en handball, c'est phénoménal, 38% des tirs. C'est comme le gardien danois lors de la finale Ouais, c'est de comme la Coupe du championnat d'Europe masculin. J'ai oublié le nom du gardien danois, c'est dommage. Mais effectivement, c'était danois. Oui, c'était danois. Mais effectivement, et puis Johanna Reichert, qui est l'arrière gauche autrichienne, qui met 11 sur 14 au tir, c'est également phénoménal. Donc Chambray a peu de chance maintenant de se qualifier pour le prochain tour, pour les quarts de finale. Faudrait battre déjà Zagreb en Croatie ce samedi, puis battre Braille, les Roumains à domicile. Sauf que Braille devrait perdre aussi les 2 matchs. C'est possible et en même temps ça va pas être facile. Bon, on croise les doigts en tout cas pour le CTHB. Le prochain match du CTHB, ce sera en championnat. Ce sera face à Toulon. Ce sera face à Toulon. Voilà, ce sera à Toulon, je précise. Okay. Toulon qui est actuellement 10e. Hein, saison compliquée pour les Toulonnaises. Et donc, voilà, là c'est l'occasion de se refaire une petite santé après ces 2 défaites qui ont peut-être fait un petit coup au moral. Peut-être moins, peut-être plus la Ligue des Champions que la Coupe de France, parce que la Coupe de France, elle s'y attendait peut-être un peu plus que la Coupe d'Europe. Ouais. Mais voilà, bon, on espère pour le CTHB un bon résultat donc face à Toulon et puis face à Zagreb aussi, ce sera le 10 février. On va changer, quoique non, on va pas changer de discipline, on va toujours parler de handball très rapidement avec d'autres résultats dans d'autres championnats, avec Saint-Cyr qui malheureusement s'est incliné face à Nantes. Face à Rosé. Face à Rosé. Face à l'ASB Rosé. Je confonds avec le volley. Face à Rosé, défaite 31-23. Défaite également de Bléré en National 3 masculine face à Sautron. C'était à Sautron, défaite 27-25. Et égalité en National 3 féminine entre Évron et l'US Joué. Voilà. C'est ça. On va passer donc au hockey sur glace. Ouais. Avec les remparts de Tours qui se sont largement imposés face à Morzine Avoriaz. Morzine Avoriaz. Certains disent Avoriaz. Donc Avoriaz. C'est toujours un autre débat. Exactement. Victoire large 11-4. Exact. Victoire large 11-4 qui fait beaucoup de bien à une équipe qui en avait vraiment besoin. Ça leur permet de s'écarter un petit peu des playdowns. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les playdowns, c'est la phase où du coup tu joues contre les derniers pour pas être relégué. Donc 11-4, victoire avec 2 buts notamment d'Elie Rébon et du jeune Pablo Maltas qui s'impose vraiment comme un élément majeur de l'équipe. Ça permet aux remparts de revenir à 1 point des playoffs et de la place occupée actuellement par le 8e Brest. Et prochaine rencontre samedi, déplacement à Strasbourg, à l'Étoile Noire, actuelle 3e de D1. Et justement, vu qu'on parle de glace, Soline, tu vas nous parler de patinage artistique. Patinage artistique. Pas un domaine que je maîtrise. On maîtrise pas tous le patinage artistique, mais il y a eu un événement, Antoine. Effectivement, donc un petit mot sur le challenge d'Éturon qui s'est déroulé le week-end du 27 et 28 janvier. Donc une compétition de patinage artistique avec des clubs de toute la France, donc 151 patineurs. Ah oui, c'était une grosse réunion de clubs. De Rennes, Joué-les-Tours, Orléans, Rouen, Issoudun, Tours bien évidemment, Niort, j'en oublie encore plein d'autres. Et des compétitions également surtout qui concernaient tous les âges, vu que ça commençait dès 6 ans en fait, jusqu'aux adultes. Donc on avait de toutes les catégories. Ils sont venus à la patinoire municipale de Tours. Et donc cette compétition était organisée par le club multipatinage de Tours et réunissait des catégories régionales, fédérales et quelques nationales qui avaient pu se libérer pour cette compétition, parce qu'il y avait une autre compétition nationale. J'ai oublié où. Bon, en tout cas, c'était un bel événement de patinage artistique. Du côté du club de Tours, donc il y avait une quinzaine de patineurs du club de Tours qui représentaient les couleurs locales. Et donc plusieurs places sur le podium qui ont été obtenues, comme notamment on peut noter en adulte Master Femme avec Astrid Chaumin par exemple, qui a pu donc remporter la première place. Et puis si vous êtes intéressé par cette compétition, vous pouvez bientôt retrouver sur le site citeradio.fr
une interview de Yasmine Zribi, donc patineuse également en adulte master et organisatrice des compétitions donc, telles que le Challenge des Turons et bientôt la Coupe des Châteaux qui devrait arriver en avril. J'ai eu peur que tu dises qu'on soit intéressé pour pratiquer du patinage artistique. Bah, on aurait été... peut-être. On sait pas, on sait pas. Peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs et auditrices qui ont un talent caché. Ça donne très envie de regarder, ça donne très envie d'essayer, honnêtement. Ça a l'air simple alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Hein. Ça se gamelle après. Après, il faut payer les trucs pour les hématomes, etc. Bon, après, on est un peu cassé de partout. Mais bon. Bon, merci Soline pour ces petits mots donc, sur le patinage artistique. On va passer au tennis de table puisqu'on a notre invité Benjamin Ferré avec nous. On va profiter pour parler bien du TT joué avec déjà parler de Coupe d'Europe, de Ligue européenne précisément, avec ce match face à Mirandela. Mirandela, oui, au Portugal. Mirandela, donc au Portugal. 3-2, puis 3-0. Et donc c'est une élimination du TT joué en Coupe d'Europe. Mais Soline, tu vas en parler justement. Bah, c'est exact, donc j'ai pu me rendre lundi 29 janvier à la salle Jean Bigot donc pour le match contre Mirandela. Donc dans le cadre des quarts de finale de l'Europe Cup, après l'élimination donc de la Ligue des Champions, donc toujours en Europe. Donc la rencontre opposée relie Audrey Zarif et Nolwenn Faure donc du TT joué, opposés de l'équipe portugaise Tingi Joe, Ana Maria Ederli et Inès Matos. Donc la première rencontre oppose Relie, qui met déjà la barre haute puisqu'elle remporte sa victoire contre Tingi Joe 3-2 au bout de 5 sets très serrés. Puis la deuxième partie oppose Audrey Zarif à Ana Maria Ederli. Zarif qui a un jeu plutôt agressif en général. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas avec Ederli on a très vite l'impression, je trouve, que la joueuse française est assez dépassée. Et donc la partie se termine avec 0-3 en faveur du Portugal. Et la suite, ça ne rassure pas, puisque la troisième rencontre contre Nolwenn Faure, donc Nolwenn Faure et Inès Matos, se conclut par une nouvelle défaite du TT joué 2-3, avec un score donc tout de même plus serré, le jeu était un peu plus égal. Mais donc Mirandela mène 1-2 à ce niveau de la soirée, mais heureusement on les rattrape au quatrième jeu, donc qui oppose Relie et Ana Maria Ederli. Le jeu plus calme de Relie donc fonctionne à merveille et la rencontre se termine par un score 3-0, ce qui permet donc au TT joué d'égaliser 2-2. Et on arrive à la cinquième et dernière partie de la soirée, donc entre Audrey Zarif et Tingi Joe. C'est très serré et cette fois le jeu de Zarif fait ses preuves, il est plus efficace tout de même, mais malheureusement pas assez puisque la joueuse portugaise finit par remporter cette partie 1-3. Donc le TT joué s'incline à domicile 2-3 face aux Portugaises de Mirandela. Et le match retour qui avait lieu au Portugal le vendredi 2 février, encore une fois, Mirandela remporte la rencontre 3-0, ce qui signe donc la fin de l'aventure européenne du club jocondien. Confirmé, Benjamin Ferré. C'est ça, ça c'est malheureusement terminé. Benjamin, ça restera quand même une belle expérience, cette Coupe d'Europe, malgré cette élimination pour le TT joué. Bah oui, si on avait su dès le début de la saison déjà qu'on allait découvrir la Ligue des Champions. C'était pas trop prévu au départ et ça a été une opportunité fantastique. Donc on l'a saisi et on pensait déjà pas atteindre le deuxième tour de Ligue des Champions. Se qualifier le premier tour, c'était un tour de groupe où l'objectif dans un groupe de 5, c'était de finir dans les 2 premiers. Là, on partait un petit peu dans l'inconnu, dans un niveau qu'on connaissait pas. On réussit en République tchèque à faire vraiment une très très belle performance puisque c'était sur un lieu unique sur 3 jours de compétition. Donc formidable performance. Derrière un deuxième tour où évidemment, comme on est novice, on prend les meilleurs des meilleurs. En l'occurrence, le club de Turnersbrug, qui est club polonais doublement titré, double champion en titre d'ailleurs. Et voilà, les effectifs sont pas du tout les mêmes. Nous, on a notre effectif taillé pour de la Pro Adam. Eux, ils ont la numéro 10 mondiale, la 15 mondiale, la 25 mondiale. Donc voilà, ça a été aussi l'occasion de voir ça de Jean Bigot, un spectacle exceptionnel. Oui, si je me souviens bien, vous étiez bien défendu quand même contre Turnersbrug
En fait, on à perd, jouer les tours. on perd 2 fois 3-0, mais honnêtement, on est loin d'être ridicule. Il n'y a pas de match où on est totalement dépassé. On joue notre jeu à fond, et puis en face, il y a une obligation de résultat. Ils ont une obligation de résultat par rapport à un budget qui est grandement supérieur et une pression qui l'est tout autant. Nous, on était encore en phase de découverte, donc finalement, l'objectif, c'était vraiment de profiter à fond. Je pense que les filles, les filles l'ont fait. On n'a pas réussi sur la deuxième équipe du Tour 2 Novi Sad à, à glaner une victoire, hein. À jouer les tours, on perd de justesse 3-2 sur un match qui a été aussi très très long, mais vraiment âprement disputé. Et puis le match retour, malheureusement, avec l'obligation de faire un résultat pour passer, on n'a pas réussi face à des joueuses très expérimentées. Mais voilà, la Ligue des Champions s'est terminée comme ça. On avait l'occasion, là, sur le quart de finale, du coup, donc d'être basculé en Europe Cup. Contre Mirandella, qui est une équipe qui, grosso modo, est un centre de formation, un petit peu comme nous au niveau du Portugal. Donc c'est aussi un club qui essaie de mettre en place des choses, une dynamique associative intéressante, et justement avec en tête de gondole cette équipe. Et voilà, le coup passe encore une fois pas loin au match aller. On perd 3-2, et là après le match retour, en plus avec l'absence d'Audrey qui était sur un feeder à Manchester pour essayer de glaner des points pour la qualification olympique. On n'a pas réussi malheureusement à ramener ne serait-ce qu'un point. Il nous en fallait 3, mais c'était compliqué. Donc ça s'arrête, mais finalement Il n'y a pas de regret de toute Ouais. façon. Voilà, c'était comme tu l'as dit, c'était une expérience, une découverte, etc. Le public, j'imagine, du gymnase Jean Bigot a été très content de voir Toujours au rendez-vous, toujours au rendez-vous, a été, j'imagine, très satisfait de voir voilà des clubs expérimentés d'Europe venir au gymnase. Donc voilà, ça restera une bonne expérience malgré tout. Et maintenant que cette Coupe d'Europe est finie, maintenant c'est le championnat Pro A c'est ça. qui est désormais au centre des attentes du TT Jouet. Il y a ce prochain match face à Argentan, où là va falloir faire un bon résultat. De toute façon, sur l'ensemble de la saison, la priorité reste le championnat. Ça paraît bateau de le dire, mais en fait, on voit la Coupe d'Europe comme une opportunité d'affronter les meilleurs, mais aussi de pouvoir préparer l'échéance principale qui est la Pro Adam. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est quand même de nous maintenir dans cette division qui est une des divisions les plus fortes d'Europe et les plus homogènes. Et on s'en rend compte, c'est que malgré le fait qu'on fait une saison tout à fait honorable et respectable, on se retrouve dans une situation où là, à un match de la fin de la saison régulière, on peut devoir en passer éventuellement par les playdowns pour se maintenir. Donc l'enjeu demain soir, c'est tout simplement de gagner, ou en tout cas à minima de mettre 2 points de faire 2 victoires sur Argentan pour sécuriser une place dans les 8 premiers, qui nous permettrait alors. Je pense que le top 6 est maintenant inatteignable. Mathématiquement, il reste possible, mais ce sera très compliqué pour jouer les playoffs comme l'année dernière. Par contre, faire 7e ou 8e nous assure en tout cas de rester l'an prochain dans la plus haute division féminine en France. Et voilà, c'est très clairement l'objectif et ce qu'on va tenter d'aller chercher demain soir. Mais là, pour l'instant, vous êtes 8e, Argentan 9e, donc ça risque d'être effectivement très serré demain, probablement. Oui, parce que eux ont aussi moyen de valider leur maintien directement demain soir. Il y a aussi un combat à distance avec le club de l'Alliance Nîmes-Montpellier, qui n'a qu'un point de plus que nous, et on peut se retrouver dans une situation où les 3 clubs se retrouvent à égalité, avec un départage sur les rencontres disputées entre elles. Et je ne pense pas que ce départage soit en notre faveur. Donc il faut vraiment l'éviter, ce départage-là, et être capable justement de mettre ces 2 points qui nous permettraient de passer, de passer au moins devant Nîmes, pour au moins assurer cette 8e place, voire finir 7e. Nîmes-Montpellier que vous avez battu lors de la précédente journée, 3-7-2. Donc voilà, l'objectif déjà de battre et de s'éloigner de Nîmes-Montpellier était fait. Alors cette équipe d'Argentan, comment on a regardé un peu, comment on l'appréhende cet adversaire?
C'est une équipe qu'on connaît. Il n'y a pas de surprise. Là, ils ont joué avant-hier contre Poitiers. Donc, il y a un mélange de jeunesse et d'expérience avec des joueuses qui font le circuit international, soit en jeune pour Cléa de Stoppler, qui est vraiment l'enfant du pays côté argentin. Sibel Altinkaya, qui elle écume depuis pas mal d'années le circuit international. Voilà, donc il y a ce mélange d'expérience. Ils nous ont posé beaucoup de difficultés l'an dernier. On avait perdu 3-2 chez eux, juste avant la phase qualificative de l'Europe Trophy. Fin novembre 2022, ça avait été un match où on s'était retrouvé mené 2-0 dans leur salle. Donc on connaît l'ambiance, on sait à quoi s'attendre. Donc ce sera de toute façon une rencontre difficile. Mais bon, voilà, les filles connaissent l'objectif. Et justement, la Coupe d'Europe et les deux rencontres de la semaine dernière doivent justement permettre de préparer cette échéance-là. Donc voilà, il y a déjà une certaine régularité et une certaine préparation qui a été mise en place. Ça bosse encore ce soir à l'entraînement et puis demain, voilà, il faut aller chercher les 3 points. Alors justement, tu parles de Coupe d'Europe. Tout à l'heure, il y a les cafés du Sport Tourangeau qui organisent à l'étape 84 un café débat sur les clubs tourangeaux et tout ce que ça représente en Coupe d'Europe en termes d'organisation, de budget, etc. Pour cette découverte de la Coupe d'Europe, on va un peu empiéter si nos chers amis du café du Sport Tourangeau le veulent bien, mais on va un peu empiéter sur eux. La Coupe d'Europe, voilà, c'est quand même toute une autre organisation que Pro A, etc. Il y a des voyages, on en parlait un petit peu en off, où c'est très prenant niveau agenda, parce qu'il y a un tel déplacement, et 2 jours après on retrouve le jouet, etc. Comment on arrive à organiser tout ça, justement, quand on est, on découvre, on est par rapport à des clubs qui sont plus expérimentés en Coupe d'Europe? Déjà, la première chose, c'est quand on retrouve la Coupe d'Europe, nous on l'a retrouvée l'an dernier, le fait de retrouver ce niveau-là, c'est déjà de discuter avec les clubs qui y sont depuis pas mal d'années. Et puis voilà. Ça sert de conseil, ça. Ça sert totalement. Le premier truc, quand on va en Europe, on est là pour découvrir, on a très rarement l'ambition de la gagner directement. J'avoue que l'an dernier, on a été agréablement surpris de réussir à gagner l'Europe Trophy. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir voir un petit peu comment les autres clubs s'organisent. Ça permet aussi d'avoir pas mal d'idées sur les évolutions futures qu'on peut donner au club. Voilà, on voit des infrastructures, des fois moins développées que nous, des fois plus développées. Des staffs des fois un petit peu plus élargis avec le prépa physique, le prépa mental. Des choses que nous, on commence à mettre en place depuis maintenant 2 ans. Mais c'est vraiment tout récent par rapport à certains clubs beaucoup plus structurés. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Après, en effet, oui, c'est une contrainte. Ça, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure. Mais la contrainte du calendrier est énorme en tennis de table. On est soumis à un calendrier international du WTT, qui est finalement un petit peu l'ATP ou le WTA du tennis de table. Et en fait, on doit se caler sur ce calendrier extrêmement dense. Le TTU, donc, qui est la Fédération européenne, doit caler son calendrier en conséquence. Et derrière, la Fédération française de tennis de table doit également caler son calendrier sur le calendrier international et celui de l'ETTU. D'accord. Le calendrier international fait référence, en fait. Oui, c'est vraiment la référence, d'autant plus cette année où on est vraiment dans une phase de qualification olympique. Donc les meilleures joueuses et joueurs du monde s'affrontent et sortent vraiment quasiment toutes les semaines pour aller glaner les quelques points qui vont permettre soit de se qualifier directement, soit de devoir en passer par les tournois de qualification olympique, qui n'offrent que très peu de place pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés. Donc voilà, c'est vraiment le calendrier qui fait référence, encore plus cette année. Et derrière, il faut que les clubs, avec le contrat de leurs joueuses, arrivent à jongler en termes d'organisation, en termes de dispo également des salles, parce que c'est pas si simple que ça. Nous, on n'a pas qu'une équipe professionnelle, on a également 10-15 équipes qui évoluent au niveau senior et jeune tout au long de l'année. On a une structure associative également qui vit quasiment 365 jours par an. Donc à un moment donné, il faut réussir à jouer sur tous les tableaux, même si c'est vrai que là, cette année est vraiment particulière parce qu'on est sur tous les fronts.
Et- Juste une question, si tu me permets. Ah, vas-y, Solide. Vas-y. Donc revenir sur le côté entraide entre les équipes européennes. Est-ce qu'en fait vous parlez avec les autres équipes européennes juste pour apprendre à s'organiser quand on est un peu nouveau dans ce domaine, ou c'est un peu chacun de ce côté, on regarde mais on parle pas trop Je vais pas aller jusqu'à dire qu'on est copains-copains et Oui, qu'on bah, va je me tout doute bien, partager, mais- évidemment. Mais non, on a eu l'occasion de parler justement avec l'équipe polonaise de Tarnorsbrück, qui est la référence actuelle, hein, double champion d'Europe en titre. On est obligé en tout cas de poser certaines questions sur, déjà en termes de financement, qu'est-ce que ça représente sur une année d'avoir un club comme ça à gérer. Bon, quand on a eu la réponse, évidemment, on se rend compte qu'on n'y est pas encore. Nous, on a un budget au TT Joué qui est de 370 000 euros, mais on en met entre 130 000 et 140 000 sur l'équipe professionnelle et le staff. Et à côté de ça, Tarnorsbrück, qui n'a qu'une seule équipe avec une méga structure, c'est 2 millions d'euros annuels. Ah oui, quand même. Donc on est sur des sur des c'est David contre Goliath. On peut pas rivaliser aujourd'hui financièrement avec cette puissance qu'il y a en face. Évidemment, sportivement, ça permet d'ouvrir des horizons que nous on peut pas encore s'ouvrir aujourd'hui. Après, c'est un travail, justement, au fur et à mesure des années, il va falloir consolider, il va falloir ramener du partenariat privé, consolider nos financements publics. Moi, j'étais très heureux de voir lundi, lors de la réception de Mirandella, beaucoup de partenaires. C'est la première fois que je voyais autant de partenaires rester, beaucoup de nouveaux qui étaient présents, qui sont restés jusqu'au bout. Il y avait vraiment une ambiance que j'ai très rarement vue, salle Jean Bigot, lundi dernier. Ouais, C'était vraiment un plaisir, malgré la défaite. En tout cas, l'image qui a été donnée était vraiment extrêmement positive. Alors, justement, je vais revenir sur ça. 2024, année olympique. On sait que le tennis de table prend plus d'ampleur. On voit un peu plus d'engouement. Les frères Lebrun, tout ça, on voit beaucoup d'images tournées sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu le vois là, tu t'en as parlé justement de l'engouement du public, etc., des partenaires qui restent présents. Est-ce que ça, tu le vois au quotidien, cet engouement qui grandit pour le tennis de table, peut-être une augmentation des licenciés, etc. Alors pour l'instant, ça se chiffre, ça peut pas encore trop se chiffrer Ouais. en termes de licences et d'adhérents. Je pense que ce sera le post-JO Post-JO, ouais. qui nous dira où on en est. Par contre, ce qui est très intéressant, tu parlais des deux frères Lebrun. Moi, ça fait vraiment pas mal de semaines que j'entends dans le milieu professionnel ou même dans nos entourages respectifs qui sont pas forcément du tennis de table, des gens dire « Ah là là, on a vu les deux frères Lebrun jouer, c'est absolument incroyable et tout ». Il commence vraiment à y avoir un vrai engouement pour justement ces deux frères qui sont, enfin pour les côtoyer de temps en temps, c'est des gens qui sont extrêmement ouverts, qui ont une véritable passion, qui sont très accessibles et qui donnent vraiment envie de les suivre. C'est en plus, c'est une histoire très particulière qu'on retrouve que très rarement dans le sport, hein, tout sport confondu. Avoir une fratrie, c'est une fratrie aussi forte, c'est quand même relativement rare. Donc on sent vraiment de l'engouement. Et au niveau du TT Joué, nous, par rapport à notre effectif, on va tenter de jouer la qualification aux Jeux Olympiques avec Audrey Zarif. Ça va être compliqué, mais en tout cas, on est en train de bosser là depuis plusieurs mois dans cette optique-là. Faut avoir confiance. Bien sûr, non. Et puis de toute façon, elle est dans les clous, donc il faut justement persévérer là-dessus. Et le club, justement, doit être en capacité de l'accompagner. Alors, devoir organiser la partie Pro A, qui est la partie collective, et la partie un peu plus individuelle. C'est tout l'enjeu des prochaines semaines. Donc, c'est pas facile, mais voilà, il n'y a pas de raison, si on fait bien le boulot, toutes et tous, je pense qu'on peut vraiment y arriver. Et puis à côté de ça, on a également notre section handisport avec 3 sportifs internationaux, Esteban Hero, Clément Berthier et Morgane Caillot, qui peuvent également se qualifier pour les Jeux paralympiques qui se dérouleront fin août et début septembre. Et là, c'est pareil, ça donne une autre résonance aussi à notre sport dans le domaine de l'inclusion, mais l'inclusion de haut niveau,
Voilà, c'est pas parce que on a des sportifs en e-sport que ces sportifs ne peuvent pas briguer les plus belles places au niveau. Prétendre à des grandes compétitions. Exactement, exactement. Et ça, il faut être capable de bosser dans ce sens-là et de montrer qu'il n'y a pas de barrière pour faire du haut niveau. Et le handicap, en tout cas, n'est pas une barrière. Et voilà, on a de grandes chances d'en emmener aux Jeux Para. Et si on y arrive, c'est évidemment, ce sera une fierté pour les joueurs, pour les partenaires qui soutiennent le TT Joué, pour le club évidemment, mais ce sera aussi une fierté du territoire, puisqu'on essaie de faire en sorte que ces joueurs-là s'entraînent à jouer les tours, s'entraînent dans la métropole tourangelle. Et je pense que c'est ça la cohérence d'un projet associatif, c'est qu'on puisse véritablement capitaliser sur les forces du territoire et pas uniquement capitaliser des fois sur des sportifs qui vont venir une fois et puis finalement qu'on va juste voir pour les matchs et puis qui vont s'entraîner ailleurs. On essaie vraiment de rationaliser et de faire en sorte que tout le monde soit sur le centre d'entraînement le plus souvent possible. Mais en tout cas, le handisport, ça c'est vraiment un des axes importants de développement. On sait que il y a le comité handisport du 37 qui se montre, voilà, que ça soit au TVB, etc. Il y a vraiment le handisport qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc au TT Joué, c'est aussi un des engagements importants. Bien sûr. Nous, on a commencé le handisport en 2015. On a ouvert la section en 2015. Et en effet, tu parlais du comité départemental handisport. Denis Gauthier, son président, fait un travail, depuis qu'il a repris le comité, fait un travail vraiment énorme pour démocratiser le handicap, faire en sorte d'accompagner les structures, pour déjà faire prendre conscience aux structures que tout le monde a la possibilité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Évidemment, des fois, il faut un petit peu de matériel. Évidemment, des fois, il faut, et c'est primordial, de la formation pour pouvoir encadrer dans les meilleures conditions. Mais voilà, il faut que les clubs aujourd'hui, au même titre que les entreprises, prennent leur part. C'est de l'inclusion. C'est à un moment donné du partage d'expérience. C'est extrêmement riche. Nous, au TT Joué, dans handisport qui partagent avec nos jeunes de la formation ou même de l'école tennis de table, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour les jeunes de côtoyer ces personnes-là, de voir que le handicap, à un moment donné, c'est une difficulté, mais en aucun cas un frein définitif pour vivre sa vie. Donc voilà, il faut absolument être capable de communiquer là-dessus, de montrer qu'on sait faire et qu'on peut faire. C'est inspirant même comme pour les jeunes qui regardent et tout, même quand on n'est pas handicapé ou invalide, c'est quand même hyper inspirant de voir des personnes qui se donnent à fond sur leur sport. Complètement. Et qui sont complètement motivés dans ce qu'ils font. Complètement. Et en plus, au TT Joué, et ça c'est la force du tennis de table, c'est que nous, qui sont licenciés à la Fédération française handisport, mais il y a aussi une licenciation à la Fédération française de tennis de table, donc la fédération avec les valides. Et nous, en fait, les joueurs de la section handi, ils sont intégrés au championnat valide. Clément Berthier, par exemple, qui est amputé fémoral, il est l'un des leaders de l'équipe première masculine qui évolue en National 3 valide. Voilà, je pense que c'est une image très marquante pour tous ceux, pour tous les joueurs, toutes les joueuses, même les partenaires qui voient ça et qui se disent finalement c'est quand même une histoire incroyable de se dire que malgré le handicap, jouer contre des valides et battre les valides, c'est quelque chose de possible. On ne peut pas le faire dans tous les sports, mais en tout cas dans le tennis de table, c'est quelque chose qui peut s'exprimer et on essaie de toute façon, sans que ce soit une obligation, on a bien fait comprendre à nos sportifs handisport que l'essentiel c'était quand même le partage, le plaisir, la convivialité. Et voilà, c'est pas deux clubs dans une seule structure, c'est vraiment un club qui va fonctionner ensemble, travailler ensemble et partager. Et je crois qu'on se rend pas compte aussi des fois que le sport c'est vraiment un vecteur d'inclusion sociale en fait. Et ça dans tous les sports. Je parle pour mon expérience personnelle. Moi, je fais du futsal avec un club, qui est un club d'entreprise, APF France Handicap, que je salue, très très spécialement, chaleureusement. Il y aura un match mercredi du club et c'est justement ouvert, au personnel de l'entreprise et donc c'est du sport adapté, donc ouvert à des personnes
en situation de handicap et on se rend pas compte en fait qu'il y a vraiment ce vecteur d'inclusion sociale à travers le sport et que finalement valide, non valide, bah finalement peu importe, on est là pour la même chose quoi. Et j'ai été joué, bah de toute façon je pense que c'est la même chose. Le sport est vecteur d'inclusion, le sport est vecteur d'émotion, le sport est vecteur de santé. Mm. Et là, certains clubs, certaines structures ont peur de l'après-JO, à se dire est-ce que l'héritage des JO sera une nation sportive ou est-ce que Ça c'est une l'après-JO... petite peur. C'est une vraie peur, notamment sur le nerf de la guerre, qui est le financement. Ouais. Après les JO, est-ce qu'il y aura encore des aides? Est-ce que l'État, les collectivités seront en capacité d'être acteurs du sport santé, acteurs du sport handicap, acteurs de la pratique du sport de manière générale? C'est une crainte légitime. Après, si on fait les choses bien, il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas. Mais en tout cas, le sport doit être considéré véritablement comme un pilier majeur d'une nation forte. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Soline, Kevin, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Non, moi, à part juste simplement, faites du sport. Voilà, Du c'est sport. très Mais important. mais c'est important, c'est Quel que important. soit le sport, ouais. Voilà. C'est ça. Soline, peut-être une question? Moi aussi, peut-être une question. Si on veut venir voir la section des sports du TT Joué, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je serais très curieuse de découvrir ça. Alors en ce moment, en tout cas pour les sportifs internationaux, c'est très compliqué de les voir parce qu'ils sont barrés partout depuis des semaines. Donc là, jusqu'à fin mars, c'est vrai qu'ils vont être pas mal sur le pont. Après, là, il va y avoir des rencontres en championnat valide ce week-end, donc samedi et dimanche, de la Nationale 3 et de la Pré-Nationale. Donc en Nationale 3, on retrouvera Clément Berthier. Et en pré-national, on retrouve Esteban Hero. Donc voilà, c'est déjà des niveaux qui sont assez élevés. Et puis voilà, derrière, il y aura les championnats de France, mais je ne sais pas du tout si ce sera leur objectif d'y participer. Il faudra, je pense, également travailler sur une bonne gestion de calendrier pour pouvoir aborder au mieux la véritable préparation pour les Jeux paralympiques, puis les paras. On saura normalement les potentielles qualifications à compter du mois d'avril. Donc à partir de ce moment-là, on saura si des joueurs sont directement qualifiés ou si il faudra éventuellement passer par du tournoi de qualification para, comme avait pu le faire Clément Berthier en 2021 avec nous. Il avait gagné le tournoi de qualification paralympique avant de glaner une médaille de bronze en par équipe à Tokyo. Donc voilà, en tout cas, les prochains mois seront palpitants. On aura l'occasion de les revoir, mais donner des dates aujourd'hui, on n'arrête pas de décaler les matchs par rapport à leurs Open. Donc c'est vrai que voilà, la course au point se fait semaine par semaine, et voilà, il faut qu'on soit capable d'assurer en tout cas les qualifications, et puis derrière, dans un second temps, évidemment, ils seront présents salle Jean Bigot pour défendre les couleurs du TT Joué. On suivra ça. Très activement. Et pour le futur, on peut te souhaiter quoi? Toi en tant que président, et puis plus généralement au niveau du club, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour le futur? Déjà que le club puisse continuer son développement. Il y a encore tant de choses à faire. C'est vrai qu'on est sur une dynamique de résultats vraiment intéressante là, depuis quelques années. Voilà, on est le club qui a le plus de qualifiés au championnat de France, jeunes et seniors confondus, la saison dernière. Ça, c'est déjà une fierté. Ça, c'est super, c'est pour ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'il y a l'élite, mais il y a aussi la préparation de l'élite, donc c'est-à-dire tout l'aspect formation, et en amont, l'aspect détection des jeunes talents. Donc ouais, on a fini avec 20 qualifications au championnat de France, ce qui est vraiment un super résultat. Donc voilà, il faudra continuer à travailler là-dessus, puisque c'est le ciment de tout club de haut niveau, de pouvoir avoir une formation solide, parce que les résultats aujourd'hui sont exceptionnels, demain peuvent être un petit peu moins bons, mais si la formation est présente, la capacité de relance est très élevée et très rapide. Donc voilà, il faut que le club continue à travailler comme ça. Et puis moi, mon cas personnel, on verra. Je me laisse porter par le vent. J'ai pas d'objectif particulier.
c'est pas qu'il faut pas en avoir, mais voilà, aujourd'hui. Aller le plus loin possible. C'est ça. Ouais, et puis aujourd'hui, je suis président du TT Jouet. Demain, voilà, je serai peut-être juste simple bénévole. En tout cas, je resterai. Et justement, les bénévoles, c'est l'occasion aussi de les saluer, tous les bénévoles, les De les éducateurs, remercier, qui font fonctionner aussi ce club du TT Jouet. C'est pour ça que je suis toujours un peu gêné à chaque fois, parce que je veux pas parler de moi, parce que j'ai une équipe derrière, on est une quinzaine à diriger le TT Jouet au sein d'un comité directeur qui est vraiment impliqué. Vous rajoutez à ça une trentaine de bénévoles réguliers qui organisent énormément de manifestations sportives. Ça, c'est une autre des thématiques que travaille le TT Jouet, c'est vraiment l'organisation de manifestations sportives. Voilà, sans ces bénévoles, sans les salariés, et je les remercie encore parce qu'ils ne comptent pas leurs heures pour la performance, la formation, cimenter le club, même en termes de convivialité. Voilà, tout le monde est impliqué à 200%, et voilà, il faut faire perdurer ça. On est dans des temps aujourd'hui où le bénévolat, il disparaît pas, mais il est de plus en plus ponctuel. Et on essaie aussi d'inculquer à nos jeunes que le bénévolat, même pour des jeunes, il peut être fait de manière régulière, de manière raisonnée, et c'est un axe aussi d'éducation. On éduque par le sport, mais on éduque aussi par la participation à ces temps de rassemblement, à ces temps associatifs. Et aujourd'hui, on en a, quand on voit la société, des fois, on en a grandement besoin. Mais Cité Radio, on le voit, c'est une radio associative, elle a besoin de bénévoles. Alors, il y a Soline qui est service civique à Cité Radio. Guillaume, ici, n'est pas en service civique. Guillaume Salarié à plein temps. Et salarié, voilà. En partiel, pardon. Voilà, il faut préciser, salarié Guillaume, et puis Kevin et moi, on est bénévoles. Enfin, moi, ancien service civique à Cité Radio, mais voilà, mais c'est vrai que ce côté bénévolat, il faut aussi toujours le souligner, et en espérant que ça se perde pas dans le futur, parce que voilà, les associations ont besoin de bénévolat, et puis voilà, ça fait fonctionner. Si les associations doivent bien fonctionner, c'est aussi grâce au bénévolat. Il faut le souligner. Exact. Voilà. Bon, merci en tout cas, Benjamin Ferré. Merci à vous pour l'invitation. Ça a été un réel plaisir pour cette première. On espère que ça s'est très bien passé. Voilà, Soline, Kevin, est-ce que vous avez un dernier mot pour cette première? Peut-être un événement à ne pas louper. Il y a le TT Jouet qu'on suivra évidemment toujours au fil de cette émission. Toujours et puis, le match de demain. Demain soir, 19h30, demain soir, sur le YouTube de la Fédération française de tennis de table. Et en plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Ça, c'est l'avantage. Je sais pas si c'est la meilleure solution, parce qu'un jour, il faudrait peut-être que les clubs réussissent à toucher quelque chose. Mais en tout cas, voilà, en termes de médiatisation, voilà, vous pouvez avoir accès à du ping de haut niveau sur le YouTube de la Fédération. Et puis prendre note, si jamais on veut s'améliorer au tennis de table et pas avoir un niveau du dimanche comme moi ou comme mes chroniqueurs autour de la table, une petite partie de tennis de table. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin. On va vous laisser au café du Sport Tourangeau. Je rappelle, à 20h30 à l'étape 84. Voilà, donc si vous avez envie de faire un tour, c'est gratuit. Il faut s'inscrire. Je sais pas si il faut s'inscrire via un lien. Il va peut-être rester des places, mais en tout cas, il faut s'inscrire sur le site Hello Asso. Voilà, donc vous allez sur la page Facebook des cafés du Sport Tourangeau, et puis donc le thème des cafés du Sport Tourangeau qui est c'était le sport, mais à quel prix? Voilà. Donc avec Benjamin Ferré. C'était la Coupe d'Europe, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout le côté, parler tout du côté, voilà, organisation, budget, etc. Il n'y aura pas que le TT Jouet, il y aura également. Il y aura le TVB, avec le président, avec le coach Marcelo Foncoviac. Il y aura le CTHB, je crois. Je crois qu'il y a aussi le CTHB, effectivement. Tous les clubs européens. Tous les clubs européens, voilà, tous les clubs d'Indre-et-Loire qui participent en Coupe d'Europe, et puis voilà, et puis on espère que le TT Jouet, voilà, la Coupe d'Europe, que ça soit tout le temps, et puis voilà, puis on espère évidemment le meilleur pour le club du TT Jouet. Merci beaucoup encore, Benjamin Ferré, d'être venu sur notre émission dans notre studio de Cité Radio. Merci à Kevin Laurent à ma droite, merci à Soline Desnaux à ma gauche pour leurs remarques toujours très pertinentes, et merci à Guillaume
Colomba derrière moi à la technique qu'on voit à la caméra. Voilà, les petites mains. Merci à Benjamin pour l'animation. Eh ben, Exactement. rien, toujours un petit peu de stress, mais bon, ça va, j'ai réussi à gérer pour cette première. Non, c'était bien. Et puis, on se donne rendez-vous maintenant lundi prochain, Ouais. toujours même heure, hein, même endroit, donc 18h30, 19h30, pour le sport sur 137, avec d'autres invités, et puis toujours pour parler de sport en Indre-et-Loire. C'est quoi la suite du programme, Guillaume ? Cité Radio part en live, donc après. Et Big Tactus. S'il y a des passionnés de country, alors là, il faut écouter Big Tactus Country. J'ai pas mes Santiago, mes Santiago avec moi, mais alors je peux vous dire que Big Cactus Country, c'est excellent. Voilà, donc pour tous les fans de banjo, de Santiago et de chapeau un peu et de veste un peu moche, un peu veste à franges un peu moche. Oh là, Je juge, mais voilà, voilà. Et merci. Et puis donc rendez-vous avec Cité Radio part en live et ça c'est dans quelques instants sur Cité Radio. Merci à tous et rendez-vous lundi prochain.